Là, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire consacré aux résultats du baromètre 2026 de Vers le haut, jeunesse, éducation et territoire, des inégalités aux dynamiques d'engagement. Pour votre information, ce webinaire, il sera enregistré et pour introduire cette heure ensemble, je laisse la parole à Marie-Caroline Missire, déléguée générale de Vers le haut. Bien, merci Alexandre, merci Stéphane. Je vais vous présenter dans quelques instants. Merci à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter progressivement. Donc, on ne va pas commencer trop vite pour laisser à chacun le temps de s'installer dans ce webinaire. On est très heureux de vous accueillir donc, pour vous présenter les résultats de ce baromètre jeunesse et confiance de Vers le haut. Alors peut-être quelques mots en introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas bien ou pas encore, ou qui nous découvrent à travers ce baromètre. Et ce soir, Vers le haut est un think tank ou club de réflexion, si on préfère le français, transpartisan, et c'est le seul think tank en France dédié à l'éducation et à la jeunesse. Et je pense que c'est ce qui nous réunit toutes et tous ce soir. Et nous avons comme fondateurs notamment le groupe Bayard, les apprentis d'Auteuil, Sport dans la ville, SOS Village d'enfants, le Collège des Bernardins, les Scouts musulmans de France. Et j'en oublie toujours un, donc vous allez m'aider à ne rien oublier, mais je crois que j'ai cité tous nos fondateurs. C'est un think tank qui a 10 ans maintenant et que j'ai eu le bonheur de rejoindre il y a quelques mois après une expérience dans l'éducation nationale. Alors, ce baromètre, c'est sa 11e édition. Il est plus connu sous le nom de baromètre jeunesse et confiance. Il porte sur la perception que nous avons recueillie grâce à OpinionWay, nos partenaires que nous remercions, et grâce au soutien de la Fondation AG2R La Mondiale, que nous remercions très vivement également. Donc, nous avons recueilli la perception, la vie, le sentiment, la projection aussi de 1000 jeunes, 1000 parents et 400 entreprises, ce qui donne effectivement beaucoup de valeur à ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. Sur une thématique cette année très large, il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés dans ce baromètre, mais plus explicitement, on a choisi de le centrer sur la relation, la perception qu'ont ces jeunes, notamment, et leurs parents, et puis les acteurs économiques, de leur relation au territoire. En se posant cette question, finalement, comment les jeunes et leurs parents vivent dans ces territoires, à la veille, évidemment, des élections municipales. Vous aurez compris qu'on a souhaité s'intéresser de près à l'actualité qui nous occupe. Et ce qui nous intéresse précisément, et vous allez le voir dans les résultats de ce baromètre, je crois que c'est deux choses. C'est d'interroger la promesse éducative très française de l'égalité territoriale par rapport aux ressources, notamment éducatives, l'interroger parce qu'on parle beaucoup de fracture territoriale, mais dans quelle mesure ces jeunes la vivent, dans quelle mesure la ressentent-ils? Et puis ce qu'on a voulu mettre en avant, et ça me semble très important de se le redire ce soir, c'est ce qu'ils attendent aussi des élus locaux à la veille de ces échéances électorales très importantes en matière éducative aussi. Qu'est-ce qui leur donne confiance au quotidien? Et surtout, on a voulu insister sur ce qui leur donne envie de s'engager. C'est un mot très fort pour Vers le haut qui résonne beaucoup dans tous les partenaires qui nous suivent, qui nous font confiance et qu'on essaye de mettre en avant dans nos événements, dans nos enquêtes comme celle-ci. Oui, il y a un désir d'engagement dans cette jeunesse et ce désir d'engagement, aujourd'hui, il se heurte aussi à plusieurs obstacles et parfois avec le sentiment, il se heurte au sentiment, pardon, qu'on ne fait pas assez de place aux jeunes dans la décision locale. Et puis enfin, un troisième élément, et vous le verrez dans l'enquête, c'est l'optimisme quand même. Et on voit combien ces dynamiques d'engagement nourrissent l'optimisme des jeunes et leur capacité à se projeter dans l'avenir. Et on voit bien là que l'action éducative locale, l'action des élus locaux, et pas seulement, hein, des alliances éducatives au niveau local, elle est très moteur pour la jeunesse et elle peut les aider à se projeter dans l'avenir et notamment aussi, c'était une autre dimension de notre baromètre, dans des perspectives d'emploi pour être très concret. Je finis mon introduction et je ne la finirai pas
sans remercier et saluer le travail remarquable d'Alexandre Bardet, qui va prendre la parole dans quelques instants et qui a coordonné ce baromètre, et le travail tout aussi remarquable et précieux et son analyse de Stéphane Lipiansky, notre directeur des études, qui va également prendre la parole dans quelques instants. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe pour l'énorme travail que vous avez fourni et qui nous permet de partager avec vous toutes et tous qui nous rejoignez progressivement ce soir les résultats de ce baromètre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. 18h07, je pense que je respecte le timing. On aura évidemment un temps d'échange à l'issue de cette présentation. Donc, veillez aussi à nous transmettre vos questions si vous en avez. Voilà, je laisse la parole à Alexandre et Stéphane pour la présentation des résultats. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Avant d'entrer dans les résultats du baromètre, nous tenions à présenter Guillaume Pic qui a accepté la lourde tâche de donner du relief à nos résultats. Donc déjà, bonjour. Comme ça, vous pouvez activer votre micro et les gens pourront identifier, même si le logo derrière vous n'est pas des plus discrets. Je peux disparaître également. Non, bien sûr que non. Donc, vous êtes actuellement directeur de l'action éducative à Vitrolles et trésorier à l'ANDEV. Donc, c'est l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Mais vous avez débuté votre carrière auprès de l'enfance en difficulté. C'est en 2009, en fait, que vous entrez dans la fonction publique auprès du ministère de la Justice pour la protection judiciaire de la jeunesse. Puis, vous vous tournez vers les collectivités, d'abord départementales, avec la Loire en 2012. Ensuite, locale, avec la ville de Chasse-sur-Rhône en 2015, en tant que directeur de l'éducation. Vous faites un passage par le réseau Canopé, et notamment en tant que directeur départemental, avant de rejoindre finalement la ville de Vitrolles. Et donc, merci beaucoup déjà pour ce parcours et pour prendre ce temps avec nous. Et avant de présenter concrètement les résultats, petite précision. Chaque séquence de présentation sera ponctuée d'une intervention donc par vous, Guillaume Pic, mais il s'agira également d'un temps pour répondre à vos questions, vous, public. Donc, n'hésitez pas à nous partager au fur et à mesure des échanges vos bonnes pratiques, vos initiatives ou vos questions directement dans le chat et on prendra le temps de en sélectionner pour pouvoir réagir. Donc, Stéphane, je te laisse. Hop, pardon, mes excuses, j'étais pas sur le bon. Hop. Donc, à la veille des élections municipales, on a voulu s'intéresser à l'offre éducative locale, comme donc l'a très bien présenté, notamment dans notre intention, Marie-Caroline, au début, en mobilisant notamment le point de vue des jeunes et des parents. Et on a fait le choix de structurer les résultats de cette enquête autour de 3 grandes questions que vous voyez donc à l'écran. À quelles ressources éducatives de proximité les jeunes et les parents ont-ils accès? Les territoires savent-ils mobiliser l'envie d'engagement des jeunes? Et quels acteurs comptent vraiment dans l'écosystème éducatif local? Mais avant d'entrer dans la première question, donc celle des inégalités d'accès aux ressources éducatives, on voulait faire un petit détour par le climat de confiance des jeunes aujourd'hui, puisque, comme vous le savez donc, notre baromètre, et qui s'appelle donc Baromètre Jeunesse et Confiance, interroge la confiance des jeunes depuis 2015, donc leur confiance en eux, en l'avenir, mais aussi en les grandes institutions. Et cette année, la 11e édition, elle dessine un constat assez nuancé autour de 3 thèmes. Stéphane, oui, parfait. Donc le premier autour du sujet de l'optimisme des jeunes qui repart à la hausse cette année, mais pas pour tous. Donc effectivement, 73% des jeunes se disent optimistes quand ils pensent à leur avenir, mais lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que s'agissant par exemple des filles et des garçons, il y a évidemment des différences. 28% des jeunes hommes se disent très optimistes vis-à-vis de leur avenir, alors qu'il s'agit d'une proportion qui tombe à 18% s'agissant des jeunes femmes. De même, une inégalité d'optimisme quand on s'adresse aux jeunes qui ont déjà travaillé ou non, puisque 78% de ceux qui ont déjà travaillé se disent optimistes, contre 65% des autres. Ensuite, autre grande thématique qu'on a identifiée une nouvelle fois dans le climat de confiance de la jeunesse, c'est le rapport à l'école. Une école qui est critiquée, mais qui reste centrale, donc avec une posture quand même assez fragile. On a environ 2 tiers des jeunes, plus exactement 68%,
qui lui font confiance pour les savoirs de base. Donc c'est quand même beaucoup, mais en fait, quand on regarde dans le détail, et c'est pour ça que ce baromètre pour nous est très précieux, c'est que on s'aperçoit que depuis 2020, en fait, ça a beaucoup baissé, puisqu'il s'agissait quand même de 76% en 2020. Par ailleurs, vous voyez ce petit 70% qui est à l'écran, et là, il s'agit des jeunes qui considèrent que réussir sa scolarité, c'est assurer sa réussite professionnelle. C'est une croyance qui est donc assez forte, assez partagée, qui est encore plus forte chez les parents, qui est de 77%. Mais une nouvelle fois, on observe en fait un chiffre en baisse depuis 2015, puisque c'était de 81% pour les jeunes en 2015 et 82% pour les parents. Enfin, s'agissant du monde du travail, on a, on a un enthousiasme qui est un peu plus ambivalent pour le monde du travail, que ce soit pour les parents comme pour les jeunes. On a 43% des jeunes qui estiment que les entreprises leur font suffisamment confiance. C'est donc un chiffre qui est en hausse en fait depuis 2015, pardon, mais qui stagne depuis 2023. Donc il y a quand même là une réflexion à se poser et comment refaire décoller ce chiffre, hein, quelques petits questionnements derrière. Et du côté des parents, on connaît une inflexion pour la première fois depuis 2015 dans cette confiance, ce sentiment que les entreprises font suffisamment confiance aux jeunes. Il y a eu une perte de 4 points. Et dernière information assez curieuse dans ces tendances, c'est que pour les jeunes, les principaux enjeux pour eux, pour la France, ils ont changé cette année. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient assez stables, que c'était le pouvoir d'achat en premier, ensuite c'était l'environnement, ensuite venait la sécurité. Et en fait, l'environnement a disparu de ce trio de tête, et c'est la sécurité et l'emploi qui sont maintenant en deuxième et troisième position, laissant toujours le pouvoir d'achat donc en première position. Et donc, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a vu un peu ce climat de confiance, moi, la question que je voudrais vous poser, Guillaume, ce soir, c'est qu'on voit que cette confiance, en fait, elle varie beaucoup selon les expériences vécues, âge, sexe, profession, parcours étudiant. Et je voulais savoir, en tant que directeur de l'action éducative, qu'est-ce que ça a dit du rôle des collectivités? Merci Alexandre. Je pense que le premier point, c'est de remettre ce que doit être une collectivité territoriale et notamment une mairie. Je vais parler de maison du peuple quand on va parler d'une mairie, parce que sur l'échelle d'un territoire, quand on parle d'orientation professionnelle, de confiance, d'éléments que la jeunesse et les parents peuvent accorder sur les différents points que vous avez amenés, c'est ne pas sous-estimer que sur un seul et même territoire, vous pouvez avoir plusieurs compétences croisées. Car l'emploi peut être porté par une métropole, par une agglo, par un département, par la mairie. Pour le jeune et sa famille, la maison du peuple qui représente la mairie est la première porte d'entrée. Donc la connaissance du territoire et l'animation de la connaissance de son territoire, elle est fondamentale. Et elle commence pas à 16 ans, je vais me permettre de le dire, elle commence dès le plus jeune âge. C'est pour ça que les projets éducatifs de territoire, ils permettent de mettre en place l'accompagnement de parcours. Et j'aime à rappeler cette anecdote, moi, que j'ai vécue quand je travaillais pour Réseau Canopé, qu'on accompagnait une collectivité sur l'écriture de son projet éducatif de territoire. Et à un moment donné, on était en train de faire de la liaison CM2 6e pour parler de ce projet éducatif. Et ce moment où vous avez un enfant, je serais incapable de vous dire si c'était un CM2 ou un 6e, vous voyez, qui me dessine une BD pour demander un terrain de sport au monsieur le maire, et que dans sa BD, il dit de toute façon, il n'y a rien derrière parce qu'il ne va pas m'écouter, c'est la notion de la mesure de l'impact. Un jeune va faire confiance aux institutions qui sont autour de lui s'il mesure, s'il voit les effets qu'il va pouvoir avoir sur la décision politique. C'est par exemple pour ça que la ville de Rennes a choisi de mettre en place un abonnement, un budget participatif de la jeunesse, c'est-à-dire donner réellement les clés du budget. Alors pas que pour se dire on va leur faire croire qu'ils vont avoir un petit bout, mais leur donner un vrai pouvoir d'agir. Et si les jeunes voient qu'ils ont un vrai pouvoir d'agir sur leur territoire, c'est également comme ça qu'on va travailler sur la confiance. L'autre aspect, il est fondamental, il est sur la connaissance et l'animation de son territoire.
À un moment donné, les collectivités, donc il y a l'éducation, mais à côté, vous avez l'emploi. Si vous travaillez sur un territoire rural, sur le développement des métiers industriels, alors que vous n'en avez pas, vous allez vous retrouver avec une offre qui va être en inadéquation des besoins de la jeunesse. Donc il y a aussi cette connaissance et cette animation du territoire sur notre territoire là prochainement. Vous savez que la CAF, on est tous en train de se dire que les métiers d'animation sont des métiers éloignés et des métiers en tension aujourd'hui. La petite enfance, c'est la même chose. Eh bien, on va mettre en place une nouvelle forme de recrutement, de rencontre avec du job dating, mais plutôt partager du sport avec votre futur employeur pour pouvoir se rencontrer. Parce que dire à un jeune aujourd'hui de 16 à 25 ans de se poser derrière une table et vivre un jury de recrutement, ce n'est pas facile. Et on parle de la santé mentale, on parle de pouvoir l'expression des besoins. C'est aussi un élément à prendre en compte. Et quand vous parlez de l'infléchissement des données, j'aime à rappeler quand même que la loi de Pénicaud qui demande de travailler l'insertion des jeunes en université, qui date de 2018, on commence à peine à voir les effets en fait. Et on voit que il y a eu d'autres événements quand même législatifs qui sont venus bousculer la jeunesse. Le décret Rebsamen qui permet, et je le redis encore aujourd'hui, qui permet à une entreprise comme à un jeune d'arrêter son alternance dans les 45 premiers jours effectifs de vie d'entreprise. 45 premiers jours effectifs de vie d'entreprise, ça veut dire 4 mois. Parce que quand il est à l'école, quand il est en centre de formation, le jeune, il n'est pas en entreprise. 4 mois, aujourd'hui, c'est presque la période d'essai d'un cadre dans le monde du privé. Et on va demander à un jeune qui est en train de se former de devoir à la fois montrer qu'il va être compétent, qu'il va suivre la formation, qu'il va pouvoir tous réagir et interagir, peut-être avoir un appart. En fait, on leur demande beaucoup de choses. Et ça commence dès le plus jeune âge parce qu'en fait, quand on reprend la question du parcours du jeune, eh bien, on va aller à la troisième sur le parcours d'avenir. Il va devoir faire un stage, se définir. Et de la même manière, en fait, on commence à travailler ça. Donc, nous, acteurs, éducateurs de la collectivité, on a accompagné les jeunes et les familles dans ce cheminement-là. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis qu'on a ce travail d'accompagnement à faire pour pouvoir mettre en adéquation l'offre et la demande et la question de l'employabilité pour les jeunes, pour le coup, et ce qui permettra d'avoir de la confiance. Le dernier point, sur cet aspect, oui, alors l'école est critiquée mais centrale. On a des rapports en ce moment qui parlent des inégalités sur l'école, mais je vais aller plus loin et transcender la forme scolaire pour parler finalement quelle liberté, quel pouvoir d'agir on va laisser sur l'espace public à la jeunesse. Je vous raconte une dernière anecdote et après je vous laisse la parole. Lorsque je travaillais à Chasse-sur-Rhône, nous avions un jeune qui avait remporté un concours photo parce qu'il était vraiment doué, mais qui faisait du skate et qui nous volait les rampes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite pour faire du skate. Et il nous disait très clairement, c'est mon bien, c'est un bien collectif et moi, j'ai pas de skatepark pour pouvoir faire du skate. Alors, c'était inadapté comme réponse du jeune, mais à un moment donné, quel usage on peut permettre à notre jeunesse de l'espace public tout en l'accompagnant? Merci beaucoup, Guillaume. C'était, je pense, une très bonne introduction à tous les sujets qu'on va aborder plus spécifiquement en lien, effectivement, avec la relation des jeunes, des parents avec leur territoire, leur municipalité, puisque c'était véritablement le focus de ce baromètre de cette année. On va commencer tout de suite en interrogeant effectivement le point de vue des jeunes sur l'accès qu'ils ont à un certain nombre de ressources éducatives. Alors, on l'entend ici dans un sens assez large, vous verrez, les ressources éducatives, à proximité de chez eux, et on va voir que les différents types de territoires n'offrent pas un égal accès à ces ressources-là. On parle bien sûr de scolaire, on va en parler tout à l'heure. On parle aussi de toutes les autres ressources qui permettent aux jeunes de se construire, toutes les activités périscolaires, extrascolaires, mais aussi les structures qui vont leur permettre d'avoir du soutien face à leurs difficultés, qu'elles soient scolaires, insertion pro, orientation, et effectivement aussi plus dans leur vie personnelle, d'avoir accès à du soutien pour leur santé mentale, les périodes de vulnérabilité. Sur ce point-là, premier enseignement,
Par exemple, les jeunes ruraux, effectivement, expriment certaines difficultés d'accès, notamment ici, on le voit, aux activités culturelles, aux associations qui leur permettent de pratiquer, par exemple, la musique ou le théâtre. Cette proportion de jeunes ruraux qui ont facilement accès de 56% est loin de la proportion des jeunes dans les grandes villes, par exemple, qui s'élève à 72%. Pareil, en cas de difficulté scolaire, le sentiment d'avoir accès à du soutien, avoir des lieux identifiés où ils peuvent toquer pour avoir du soutien sur ces points-là. Les jeunes des petites villes ici sont seulement 40% à estimer avoir facilement accès à de telles structures. C'est effectivement peu, ça se rapproche de ce qu'expriment les jeunes ruraux, peu par rapport aux grandes villes où on passe à la majorité, on passe à 56%, et y compris peu par rapport à certains quartiers où le sentiment d'être entouré sur ce volet-là est beaucoup plus prégnant. On pense notamment aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, où cette même proportion monte à 64%. En restant sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on se rend compte, cette fois-ci en négatif, que les jeunes des QPV expriment largement plus le fait qu'ils doivent renoncer à certaines de leurs aspirations à cause d'un manque de transport. Ça, ces aspirations, ça peut être des aspirations à la formation, des activités culturelles, sportives, associatives, ou même des consultations qu'ils voudraient suivre pour soutenir leur santé ou leur santé mentale. On arrive à une proportion de 94% de jeunes de QPV qui disent avoir déjà renoncé ou renoncé au moins de temps en temps à certaines de ces aspirations. C'est beaucoup plus que la proportion évoquée par ceux qui n'y habitent pas, puisqu'elle s'élève à 76%. Ce qui souligne que les problèmes de mobilité sont importants chez les jeunes en général et en particulier pour ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Côté parents, on a pu mesurer aussi une différence significative dans le sentiment d'accès aux ressources éducatives entre les parents ruraux et les parents urbains. Ça commence dès la petite enfance, puisque là où 80% des parents des grandes villes disent avoir un accès facile à une solution d'accueil pour le jeune enfant, cette proportion chute à 61% chez les parents ruraux. L'écart de 19 points est largement significatif. Cette fracture, elle se retrouve aussi côté scolaire. Alors, pas en primaire, parce que dans l'ensemble, l'égalité d'accès au primaire est globalement tenue. On trouve peu de différences entre les types de territoires, mais l'entrée dans le secondaire va marquer le retour d'un écart qui va s'accroître encore avec l'entrée au lycée. Alors, on voit que les écarts sont importants côté lycée. On va cependant relativiser un tout petit peu, car pour le collège en tout cas, les résultats sont plutôt bons. La facilité d'accès, effectivement, aux établissements scolaires est plutôt bon. Par exemple, chez les parents ruraux, il y a quand même 83% qui disent qu'ils ont accès facilement à un collège. Alors, Guillaume, je vais vous solliciter de nouveau. Dans un premier temps, par rapport aux éléments évoqués ici, donc la petite enfance, la scolarité, les activités culturelles, le soutien scolaire, la mobilité, déjà, qu'est-ce qui est vraiment de la compétence des communes? Et autre question importante, parfois quand les parents ou les jeunes sont mécontents, et on a pu le mesurer qu'effectivement, notamment chez les ruraux, il y avait une insatisfaction qui se portait sur la municipalité, notamment sur ce qui est déployé en termes d'aide à la scolarité ou à l'insertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut quand même leur apporter comme réponse, même lorsque leur insatisfaction porte sur des sujets qui vont au-delà des compétences des municipalités? Merci. Alors déjà, la question de la compétence, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, les transports scolaires, les ramassages ne sont pas de la compétence des municipalités. Il faut se le rappeler, mais je pense que tout le monde le sait. Nous, déjà, ce qu'on préconise à l'ANDEV sur l'aspect des pratiques, c'est de pouvoir mettre en place une politique locale de mobilité.
éducatives, c'est-à-dire des navettes, des aides au transport, des partenariats. Par exemple, alors je vais, excusez-moi, parler de ma paroisse à Vitrolles. Nous avons fait le choix, soutenu par la cité éducative de Vitrolles et par la caisse d'allocation familiale dans le cadre de la CTG, nous avons mis en place ce que nous appelons des clubs loisirs enfants. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, il y a en plus les associations ont de moins en moins de bénévoles. Donc, on arrive de moins en moins à capter les jeunes et les enfants. Donc, on fait venir les pratiques de club dans les accueils périscolaires. Donc, dans nos accueils périscolaires de la ville, les soirs ou les midis, ça dépend, vous avez des pratiques club, judo, sport, échecs, culture scientifique, parce qu'il ne faut pas mésestimer aussi ces points faibles là. Il n'y a pas que le sport et la musique, hein, il y a d'autres pratiques. Et donc, on les fait venir in situ, ben, justement pour créer la connexion. Parce que parfois, en fait, la famille ou le jeune ne connaissent pas. Parce qu'on parle des mobilités, mais parfois le club juste à côté peut permettre de proposer des choses, mais en fait, on ne le connaît pas parce qu'on se dit peut-être que la maison de quartier, elle n'est pas capable de faire du foot, des échecs ou autre activité. Donc ça, c'est la connaissance. Vous voyez, on a nous développé cette offre-là, soutenue parce que c'est un coût, hein, soutenu par nos partenaires financeurs, et ça permet de développer l'accès à cette question-là. Et donc, ça permet aussi à un moment donné de, ce que nous on dit à l'Andev, de développer des accueils de loisirs enrichis, intégrant même des compétences médico-sociales en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de borner et d'accompagner. Sur la question des ruralités et la question des mobilités, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même qu'on... Alors, on n'est pas tous égaux. Quand vous êtes dans une grande ville et que vous avez les transports en commun et que vous travaillez, c'est facile, vous prenez, allez à Paris, hein, vous allez voir des enfants dans le métro qui vont prendre le métro de manière autonome à 10-12 ans et qui vont aller dans leur activité, leur école et autres. Les ruralités, on va être sur des ramassages beaucoup plus longs, avec des temps de trajet beaucoup plus longs, et c'est pour ça que certains chercheurs et collectifs de chercheurs préconisent un recul de la journée de travail, mais nous, collectivités, ça nous demande aussi de penser à l'offre, encore une fois, et de la rendre accessible. Et c'est pour ça que certaines collectivités aussi ouvrent leurs portes pour faire connaître ce qui est possible et pas possible. Et je vous donne cet exemple parce que souvent, on se dit, en quartier politique de la ville, on peut ouvrir des accueils, mais les gens ne viennent pas. Et on serait connecté 1 heure plus tôt, j'ai la fenêtre ouverte dans mon bureau, mon bureau est en plein QPV, et bien vous aurez entendu les enfants jouer dans la rue, et pourtant on a un accueil de loisirs à 300 mètres et qui n'est pas occupé. Et en fait, c'est comment on accompagne encore une fois ces familles à prendre connaissance de l'offre. Il y a des villes, Lyon par exemple, certains quartiers de Lyon qui ont redéveloppé les crieurs de rue pour permettre d'avoir l'accès à l'information, parce qu'il y a tout, encore une fois, l'accompagnement des familles. Vous voyez, c'est des petits exemples que je donne, mais ce que nous souhaitons à l'Andev, c'est pouvoir développer et rendre accessible l'offre. Merci beaucoup, Guillaume. Dans le chat, on voit qu'il y a plus des commentaires que des questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, notamment pour pouvoir alimenter les échanges et aller plus loin, puisque vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu vous présenter tous nos chiffres, étant donné qu'on a un format assez court. D'autant plus que Guillaume a encore plein de tours dans son sac et serait ravi de pouvoir développer encore davantage aussi en répondant à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. S'agissant des remarques quand même, il y en a eu donc effectivement pas mal sur la mobilité. Euh, Bien sûr, Céline Battet a abordé les dispositifs que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, tels les projets éducatifs de territoire, les territoires éducatifs ruraux, dispositifs donc, de l'éducation nationale, les cités éducatives, les conventions territoriales globales, donc plutôt à l'initiative de la CAF. Voilà, donc tous ces dispositifs existent effectivement et ajouter une remarque sur le fait que la difficulté, elle réside peut-être plus dans la communication et la multiplication des dispositifs, et que la vulgarisation de ces dispositifs et la coordination permettrait peut-être de faciliter la lecture pour les collectivités. Donc, libre à vous, Guillaume, si vous voulez Je rejoins, réagir une petite je, minute. rejo- je rejoins pleinement la question de la communication en fait. Nous faisons plein de choses et nous ne le montrons pas. Et il est important la question de la communication parce qu'en fait, cette offre-là,
elle peut exister si on ne sait pas la valoriser et l'accompagner. Et ça, c'est ce qu'on souhaite, nous, développer également à l'ANDEV, c'est impliquer et valoriser les jeunes. Et du coup, cette dimension-là, elle est importante. Et la question de la coordination, c'est la question des recentrages des espaces de coordination, en fait. Avoir un comité de pilotage PEDT et avoir un comité de pilotage CTG différent, ça n'a pas de sens. À l'ANDEV, on prône qu'on ait et d'installer une instance qui permette à un moment donné de piloter, coordonner tous les événements et planifier nos actions. Et la question après de la coordination, elle va se poser dans le lien avec les familles en fait et les jeunes. Et donc, du coup, et je rejoins totalement, est-ce que d'autres politiques publiques fonctionnent mieux en termes de coordination État-collectivité que les politiques éducatives? Alors, on le voit par exemple sur les cités éducatives que ça marche, parce que ça nous force à nous rencontrer. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas avant, hein. Le législateur n'invente pas de nouvelles choses, il vient confirmer des pratiques, mais à un moment donné, d'avoir des espaces où on se met les choses à plat, et la politique de la ville en était un témoin premier, ça marche. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Nancy, l'ANDEV, sur les rencontres territoriales de l'action éducative, et on parlait de l'alimentation. Les PAT, donc les plans alimentaires territoriaux, doivent, sur le levier éducation, venir servir les projets éducatifs de territoire et doivent devenir un levier d'action. Si on travaille sur l'amélioration de l'alimentation des jeunes, sur la santé, parce qu'on travaille la santé des jeunes, sur l'équilibre alimentaire, sur la lutte contre le gaspillage, sur toute la question de développement durable, on doit mettre au regard les différents dispositifs et oser se questionner et dire quel est le filtre premier. D'ailleurs, Guillaume, sur ce sujet de développement durable et d'écologie, il y a effectivement une question dans le chat où ça serait intéressant de donner du relief à notre chiffre, puisqu'effectivement, c'est assez. Ça pourrait avoir l'air, enfin, en tout cas, ça l'est en tout cas pour vers le haut, c'est assez inquiétant cette baisse de la préoccupation sur l'environnement, en tout cas dans les réponses aux résultats du sondage, moins 8 points. Et Élise Renaudin voulait savoir si vous, Guillaume, vous observiez la même tendance, que ce soit dans vos échanges peut-être avec les autres communes ou au sein même de Vitrolles, ce recul d'intérêt peut-être, semble-t-il, pour l'environnement. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un recul d'intérêt. Je ne suis pas sûr Ok. qu'il y ait un recul d'intérêt réellement. Je pense que au niveau de la jeunesse, on a un clivage. Vous le voyez hein, dans la presse aujourd'hui, on a un clivage de la jeunesse sur des positions qui vont d'un côté ou de l'autre. Il y a par contre une prise de conscience, et ça c'est une réalité. Par contre, ce recul de 8 points sur la baisse de la préoccupation, c'est à quel moment, à un moment donné, on met le curseur auprès des jeunes. C'est-à-dire, il faut savoir l'animer, et ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que si on demande aux jeunes de se préoccuper de l'environnement et de consommer mieux et de manière plus solidaire, ça n'aura pas un effet. Si par contre, on fait un travail, je vous renvoie moi sur les travaux de la Ligue de l'enseignement qui ont travaillé sur un projet qui s'appelle Conscience numérique durable, et qu'à un moment donné, on fait prendre conscience aux jeunes qu'avoir tout le temps le dernier smartphone à la mode, ça a un impact et quel impact ça mesure, et qu'il le mesure réellement, et qu'on y mette de l'accompagnement pédagogique derrière, vous allez voir qu'en fait que l'intérêt ne va pas s'effriter. Donc on a plutôt, moi je dirais, une spécialisation des jeunes. Et ce qu'on repère aujourd'hui, c'est quand on parle à un jeune de dire est-ce que tu es pour le développement durable, est-ce que tu es pour la lutte contre le gaspillage, il va te dire oui, mais quand on va lui demander comment, là il ne va pas savoir nous répondre. Donc moi je pense qu'on doit encore travailler à l'animation et à l'accompagnement des jeunes sur ces questions-là. Justement, ça va être un peu l'objet un peu de la suite de nos échanges, notamment entre ce sujet peut-être plus face à ces inégalités, on pourrait se dire que la jeunesse, elle est résignée ou désengagée. Or, dans ce baromètre, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait ça, voire même c'est plutôt l'inverse, que c'est une jeunesse qui est plutôt prête en fait à s'engager pour son territoire et pour son avenir. Et on voulait commencer par un peu faire un état des lieux, en tout cas ce qui est ressorti des chiffres et de cette enquête, entre les relations entre les élus locaux et la jeunesse. Et on a voulu questionner ça autour d'un rendez-vous peut-être manqué. Euh, quand on sait qu'il y a un jeune sur deux qui est intéressé pour participer à la vie locale, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quand même
c'est pas rien, 56% à la vie associative, 52% pour participer à une assemblée citoyenne, c'est vraiment pas rien. Pourtant, dans l'autre sens, on se rend compte qu'il y a 37% des jeunes qui considèrent que les élus locaux, en fait, ils comprennent mal leurs besoins. Et lorsque on va plus dans le détail, on se rend compte qu'il y a 25% des jeunes ruraux et des petites villes qui considèrent que les élus locaux, ils comprennent très mal leurs besoins. Donc, ce qui peut paraître contradictoire quand on se dit que les petites villes bah, sont peut-être plus proches des jeunes, puisque proximité, une échelle plus petite. Voilà, après, vous ferez mieux parler que moi, Guillaume, les chiffres par la suite. Mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il y a une certaine difficulté de transformer l'envie en engagement s'ils n'arrivent pas à se retrouver. Et d'autant plus qu'au global, 47% des jeunes considèrent que les élus locaux, ils sont moteurs de leur engagement. Donc, on pourrait se dire que c'est pas mal, mais en fait, ils sont en queue de peloton quand on voit les chiffres qu'on retrouve dans le baromètre face aux éducateurs sportifs, face aux parents, aux enseignants. En fait, les élus locaux sont encore sont les derniers encore pour l'instant. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose aussi à aller creuser dans ce rapport, cette image qu'on peut avoir peut-être des élus locaux qui sont pas si proches des jeunes. C'est des questions qui sont soulevées en tout cas ici, surtout quand on regarde dans le détail et pour les petites villes, c'est 62% des jeunes qui considèrent que les élus locaux ne sont pas moteurs. Enfin, ils ne considèrent pas les élus locaux comme moteurs. Donc, c'est des proportions qui augmentent à mesure que la taille de la commune diminue. Donc, dans cette relation compliquée, on a quand même identifié une échelle qui tire son épingle du jeu, c'est la ville moyenne. Et en s'agissant de la ville moyenne, on se rend compte que c'est une jeunesse qui a l'air plus proche de sa commune. C'est l'échelle où les jeunes connaissent et fréquentent davantage les lieux qui sont dédiés, qui leur sont dédiés, donc des lieux d'échange ou d'activité. C'est aussi les jeunes des villes moyennes qui sont les plus nombreux à considérer que les élus locaux comprennent leurs besoins. On parle de 34% d'entre eux, donc ça peut paraître peu, mais en fait, quand on compare avec les petites villes, il y en a plus que 20%. Pour les grandes villes, c'est 26%. Et c'est un quart d'entre eux, de ces jeunes dans les villes moyennes, qui se disent très intéressés pour participer à la vie associative de la commune. Et c'est pareil, on pourrait se dire, oh, c'est pas énorme, mais en fait, c'est quand même beaucoup quand on voit que c'est 14% dans les petites villes ou 17% dans les grandes. Donc, on s'est quand même aperçu dans notre analyse qu'il y avait quand même quelque chose à travailler peut-être là. Et, euh, et on s'est aussi aperçu que, notamment derrière les élus locaux, lorsqu'ils sollicitaient les jeunes, en fait, ils créaient ce premier pas vers l'engagement de leur jeunesse. Et actuellement, ils sont 53% des jeunes à avoir déjà été sollicités pour participer à un projet local d'action éducative, citoyenne ou associative. Et ce chiffre, il témoigne quand même d'une dynamique d'interpellation de la part des élus, c'est pas rien, mais aussi d'une marge de progression possible. Donc ça reste super intéressant. D'autant plus que la sollicitation, elle se traduit pas encore tout à fait en implication, en participation effective. Puisque parmi les jeunes sollicités, il y en a 40% qui disent avoir réellement participé à un projet par la suite. Et lorsque les jeunes ils sont sollicités pour participer à un projet local, on se rend compte que leur volonté d'engagement, elle est encore plus forte. Donc là, c'est un peu les chiffres que vous voyez sous les yeux, où moi, j'en citerai qu'un, par exemple, c'est celui du fait que lorsque les jeunes sont sollicités, en fait, ils sont doublement, enfin, leur volonté d'engagement, en tout cas dans la campagne électorale du mois prochain, elle double. C'est-à-dire qu'ils sont 60% à se dire intéressés pour s'engager, alors qu'ils sont que 30 parmi ceux qui n'ont pas été sollicités par les élus locaux pour des projets dans la commune. Donc il y a vraiment un terreau fertile, en tout cas, à aller creuser ici. Et, euh, et juste avant de vous laisser la parole, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont vous faire, qui vous font certainement réagir et sur lesquelles on va pouvoir pas mal discuter par la suite. On voulait aussi souligner le fait que l'engagement local, donc, effectivement, il est au bénéfice du territoire, il est au bénéfice des élus, il est au bénéfice de la vitalité de la commune, mais il est aussi bénéfique pour les jeunes eux-mêmes, de manière très personnelle, puisque c'est facteur de confiance, confiance en eux tout d'abord, puisque 82% des sollicités, comme on les a surnommés, ils sont optimistes lorsqu'ils pensent à leur avenir, ce qui est 12 points de plus
que ceux qui n'ont pas été sollicités par les élus locaux. Et ils sont aussi plus confiants envers les autres, le monde qui les entoure, puisque l'écart énorme qu'on a identifié, c'est que 57% des jeunes qui ont été sollicités et qui ont participé à un projet local, ils ont confiance dans les hommes et les femmes politiques pour défendre leurs intérêts une fois élus. C'est 36 points de plus que ceux qui n'ont jamais été sollicités. Donc c'est vraiment des écarts qui sont énormes et donc d'autant plus intéressants à creuser et à interroger. Et donc, on se disait que d'une certaine façon, ça donne l'impression que solliciter les jeunes, c'est plus efficace que multiplier les dispositifs. Et donc, je voulais un peu vous questionner sur comment on pourrait passer d'une logique un peu plus d'offre, où les jeunes pourraient avoir l'air de consommateurs à certains égards, pour certains, à une logique peut-être plus d'interpellation pour une collectivité. Alors, je vais revenir sur les stratégies, mais je vais d'abord me permettre d'amener une nuance. Alors, il y a eu l'échelle des villes retenues, hein, je l'ai vu dans le chat, mais je pense qu'il faut aussi différencier la périurbanité de l'hyperurbanité, de la périruralité, et je vais le nommer comme ça de mes voeux, à l'hyperruralité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une toute petite ville, mais qui va être adossée à une grande ville. J'ai travaillé à Chassuron, petite ville de l'Isère rhodanienne, collée à Lyon. Vous êtes une petite ville de moins de 10 000, mais en fait, on va le dire en toute humilité, vous n'êtes qu'une ville quartier de Lyon, du Grand Lyon, parce que les gens travaillent à Lyon et vont aller dans ce système pendulaire. Donc là, la question de la périurbanité, elle n'est pas la même. Et l'échelle de la petite ville, la proximité n'est pas la même parce qu'on est dans ces villes à la fois dortoirs, mais à la fois dynamiques, avec des jeunes couples. Et la pyramide des âges est à prendre en compte également. Quand vous êtes sur des petites villes rurales, de fait, vous avez une population qui est beaucoup plus vieillissante, installée, et de fait, vos élus vont être beaucoup plus vieillissants et installés. Ça, c'est une première dimension, c'est factuel, et c'est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses. En Haute-Loire, la petite ville de Saint-Bonnet-le-Froid, vous avez Régis Marcon qui est chef triplement étoilé, qui a son hôtel, restaurant et il fait partie des 3 meilleurs restaurants au monde, fait la cantine scolaire du village et développe le bassin de l'emploi et accompagne la jeunesse. Vous voyez, on n'est pas déconnecté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ces choses-là qui prennent en compte autour du développement et de l'innovation. Mais la réalité, quand on est sur une échelle à 35 000, ou quand on est sur les périurbanités ou les urbanités légères, on va le dire un peu comme ça, c'est la connaissance du territoire. Il y a quelques années, moi, lors des déambulations politiques, quartier politique de la ville, c'est pas que les élus, avec des bailleurs sociaux, et moi j'ai des bailleurs sociaux qui me disent « Ah non, mais cet immeuble, c'est que des personnes âgées. » Je leur dis « Ah bon, moi je vais compter le nombre de vélos sur le balcon. » Je ne suis pas sûr que ce soit des personnes âgées. Donc la connaissance du territoire, elle est fondamentale. La connaissance de l'évolution du territoire, elle est fondamentale. Et ça, c'est un point important que les élus doivent porter, mais également dans l'animation des dynamiques. Et donc, du coup, les jeunes, ils vont se sentir plus accompagnés sur cette dimension-là. Et un autre point qui est important, ce qu'il ne faut pas mésestimer, c'est qu'à un moment donné, dans le parcours d'un jeune, il va y avoir la question de la mobilité. Il va y avoir la question de la mobilité parce qu'à un moment donné, le jeune va partir de sa région natale parce qu'il n'y aura peut-être pas l'offre pour faire ses études supérieures et il va rentrer, il va découvrir un monde peut-être plus urbain, ou moins urbain, ça dépend des endroits, les études qu'il va faire, mais donc du coup il va falloir se réadapter et doit développer aussi lui-même sa vie de jeune adulte. Donc on a accompagné ça et j'aimerais vous partager une toute dernière anecdote. Alexandre la connaît, c'est pas une réussite. Comme ça, au moins, vous voyez, il n'y a pas que des réussites. En 2017, lorsqu'on lance les conseils citoyens, on se dit, super, on va faire des tirages au sort, comme tout le monde, avec les délégués du préfet et autres. Et moi, j'ai une super idée, mais vraiment une idée géniale en pays viennois. Je me dis, on va mettre l'équipe de prévention spécialisée dans le conseil citoyen, comme ça, ils nous amèneront la jeunesse. Et on aura des jeunes au conseil citoyen. Eh ben, j'ai pas eu de jeunes. Mais mes copains viennois à côté l'ont fait. Et eux, ils ont eu des jeunes. Mais vous voyez, c'est encore la question de l'accompagnement. Je pense qu'on ne peut pas désolidariser la question de l'accompagnement de la jeunesse de l'accès à l'offre. Et si on accompagne les jeunes, si on se fait se rencontrer les jeunes avec nos élus locaux, automatiquement, vous allez voir qu'il va y avoir du développement de projets. Merci beaucoup, Guillaume. Justement, Florence Masneau, dans la conversation,
nous faisait part d'une initiative qui s'appelle Agenda du quartier, qui consistait effectivement à faire le dernier kilomètre en pied d'immeuble ou jusqu'à la porte des habitants des quartiers populaires pour finalement porter la question des initiatives et y compris finalement solliciter finalement directement les jeunes à la porte ou là où ils sont. Est-ce que effectivement, vous parliez de solliciter la protection spécialisée pour avoir des jeunes, est-ce que effectivement il y a un véritable enjeu de maillon à activer pour finalement aussi décentraliser l'information, qu'elle ne soit pas toujours effectivement devant la mairie ou dans les centres de quartier, mais aussi à des endroits finalement où se trouve la population qui est visée. La question de la lever est fondamentale. Pour nous, à l'Andev, ça va permettre de lutter contre les inégalités. L'aller vers, ça permet à un moment donné de se poser la question de sortir de nos carcans. Je vous donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. On avait un groupe de travail sur la toute petite section. On a une toute petite section spécialisée, nous, dans le quartier Prio. Et vous savez, la mairie, elle a cette fonction d'inscrire l'enfant à l'école. On va l'inscrire administrativement. Mais ce n'est pas parce qu'il est inscrit qu'il va rentrer dans l'école. Il y a la partie après d'admission, l'admissibilité. Donc, le parent va prendre rendez-vous avec son papier d'inscription et va aller rencontrer la direction de l'école pour pouvoir accueillir l'enfant. Mon bâtiment, il est à 150 mètres de l'école de la TPS. Et bien, j'arrive à avoir de la déperdition. J'arrive à avoir de la déperdition dans le temps entre l'inscription et l'admissibilité. Et à le moment de l'admissibilité, la directrice de l'école n'invite pas l'enseignante qui va être spécialisée en toute petite section. Toute petite section, on parle de 2-3 ans. Mais toute petite section, ça veut forcément dire aussi des jeunes parents. Donc, quel accompagnement on met? Comment on fait sortir de nos carcans? Aujourd'hui, nous avons des logiciels, nous savons faire, nous savons dématérialiser notre offre, mais l'accompagnement humain, il est fondamental. Donc, l'aller vers, il est fondamental. Que ça soit en pied d'immeuble, que ça soit sur ces accompagnements-là, il est réel. Donc, il est important de prendre en compte finalement ce que doit être notre service public de l'enfance. Et ça, c'est ce qu'on porte à l'Andev pour pouvoir permettre de lutter contre ces inégalités. Je le redis, l'aller vers est fondamental. Merci beaucoup. Ça nous fait pas totalement une transition avec la suite, mais en fait, on a parlé de beaucoup d'acteurs du territoire et il y en a auxquels on n'a pas encore totalement parlé, à part un peu en introduction. Ce sont les entreprises. Et c'est vrai que dans l'historique de notre baromètre, c'est un point important puisqu'on a toujours voulu mobiliser la question de l'insertion pro, la question de l'orientation, la question de l'entrée des jeunes dans le monde du travail, à travers notamment un panel représentatif de chefs d'entreprise qu'on interroge à chaque fois sur nos thématiques. Et donc, on va pouvoir dresser un diagnostic en comparant les regards de la relation entre les entreprises et les jeunes, et notamment sur le plan local qui nous intéresse ici. On a fait le diagnostic d'un impact éducatif encore modeste des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, premièrement, 30% des jeunes qui affirment n'avoir jamais rencontré d'acteurs économiques locaux durant leur scolarité ou leur formation. Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'on sait que finalement, les stages et les visites d'entreprise sont censés avoir lieu durant la scolarité. Ça nous interroge, ça nous a beaucoup interrogé. Et par ailleurs, on a pu mesurer que 4 jeunes sur 10 estiment que les acteurs économiques comprennent mal les besoins des jeunes de leur âge. Et donc, peut-être que même lorsque la rencontre se fait, elle se fait aussi sous le registre d'incompréhension, peut-être à ce moment-là. Côté dirigeant, on a aussi pu mesurer qu'un dirigeant sur 2 d'entreprise reconnaît que son entreprise ne participe à aucune action éducative sur le plan local. Alors, qu'est-ce qu'on entend par action éducative? C'est bien sûr l'accueil de stagiaires ou d'alternants, c'est bien sûr les interventions que les entreprises peuvent faire pour présenter leur activité ou les métiers de l'entreprise dans les établissements scolaires ou dans des centres de formation ou dans les missions locales, enfin, directement auprès des jeunes. Et puis aussi le soutien financier, humain ou matériel que les entreprises peuvent parfois apporter
aux associations locales et qui peuvent faire que l'entreprise est particulièrement active dans le champ culturel ou dans le champ sportif ou dans le champ, dans le champ de l'insertion, par exemple. Alors, on a aussi pu mesurer qu'il y a un réel écart selon la taille de l'entreprise, puisque dès qu'on va sur des plus grandes entreprises, et notamment des entreprises de plus de 250 salariés, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus impliquées dans cette action éducative, puisqu'on a pu mesurer que la proportion de 50% en général tombait à 17% chez les grandes entreprises, ce qui s'explique aussi parce que le tissu économique est quand même constitué en grande partie de petites entreprises. Et on a pu confronter ça au fait que les jeunes attendent plus d'implication des entreprises auprès des jeunes. Donc, effectivement, il y a des attentes de ce point de vue-là, des attentes qui sont fortes du côté des jeunes et encore plus du côté des parents, puisque côté parents, c'est quasi unanimité. Il y a 96% des parents qui estiment important que les entreprises locales s'impliquent davantage pour les jeunes du territoire. Alors, question simple, Guillaume, est-ce que les municipalités peuvent être finalement des acteurs de ce rapprochement entre les jeunes et les entreprises? Et est-ce que vous avez des exemples originaux de partenariats à nous partager qui ont permis une implication plus grande des entreprises locales dans les actions pour l'éducation et pour la jeunesse? Elles ne peuvent pas, elles le sont déjà en fait. Elles le sont déjà parce que de par l'animation du bassin de l'emploi, quand vous avez des petits déj d'entreprise, quand vous avez du bassin d'entreprise à animer, de par votre compétence en termes de mairie, vous avez, ou en termes de collectivité, vous avez ce rôle à jouer d'animation du bassin de l'emploi. Ça, c'est fondamental. Mais on ne peut pas le dénuer du coup de ces questions-là. Et des innovations, vous en avez à la pelle par soit l'accès à l'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, mais soit par quand vous vous retrouvez, alors on a beaucoup, il faut le savoir, il y a beaucoup de cantines qui gèrent aussi le portage de repas pour les personnes âgées. Et quand vous travaillez avec l'entreprise locale sur l'investissement, le réinvestissement de votre portage pour les seniors et vous travaillez sur des projets intergénérationnels, on va impliquer l'entreprise dans cette dimension-là. Moi, ce que je dis, ce qui est important, et Marie-Caroline sourira puisque ça nous rappellera notre passé récent, il y a quelque temps de ça, notre ministre de l'Éducation rappelait à nos recteurs et à nos DAZEN et à nos principaux de collège que les entreprises devaient rentrer dans les conseils d'administration de nos établissements scolaires. Pourquoi? Pour pas déconnecter l'offre de l'emploi avec l'orientation de nos jeunes. Si à un moment donné, nos conseils d'administration d'établissements qui sont constitués de la société civile, mais qui sont constitués d'élus, on n'a pas le bassin d'entreprise, de l'entrepreneuriat, à un moment donné, on va se déconnecter de l'offre de services du territoire et de l'insertion des jeunes. Et donc, cette dimension-là, elle est fondamentale. Cette dimension-là, elle est fondamentale également sur les luttes contre les discriminations. Je vais y arriver, pardon. On prend l'axe de l'emploi des métiers du BTP, qui est encore un métier très genré, et on doit accompagner de manière éducative, et les entreprises ont un rôle à jouer pour dégenrer certaines représentations de métiers. Donc, on a à faire en sorte que l'entreprise ne soit pas considérée comme un autre potentiellement dangereux. Et je vous renvoie aux travaux de David Giban, qui est géographe et qui définit l'entreprise comme un édupreneur, la contraction entre preneur et éducatif, parce qu'il a un rôle à jouer. Et nous, collectivités, on doit l'accepter. Vous avez parlé de financement aux associations. Je vais me permettre, pour terminer, d'aller beaucoup plus loin. Une entreprise peut même financer une collectivité lorsqu'elle travaille sur de la participation à l'investissement. Demain, sur du bâti scolaire, vous avez des grandes entreprises qui ont financé du bâti scolaire sur certaines collectivités. Et je vais vous dire même une dernière anecdote pour ma part. Lorsque nous avons eu une grande firme allemande de hard discount qui s'est construite dans une ville, la première journée de chiffre d'affaires a été offerte aux écoles, donc au sous des écoles, donc à l'association des parents, pour permettre de développer du projet éducatif. Donc, aujourd'hui, nous avons des fondations d'entreprises qui arrivent à porter des projets. Par exemple, j'ai vécu 20 ans à Saint-Étienne, je vais vous parler de la fondation de Casino, mais qui développe des projets artistiques et culturels en éducation autour du théâtre. Et donc, on doit, à un moment donné, travailler ensemble. C'est la dimension de partie prenante.
Merci beaucoup, Guillaume, pour ces exemples, à la fin. Il y a eu quelques réactions dans le chat, autant de Leïla Khalif qui explique enfin, qui lui semble en tout cas difficile malheureusement de faire entrer les entreprises dans les conseils d'administration des établissements scolaires. Il y a eu une remarque de Florence sur ces chiffres qui seraient intéressants de transmettre dans le cadre de travaux engagés par la ministre Aurore Berger, tant sur la dimension ruralité que QPV. Et, euh, et Caroline Bouffant de la ville de Grigny complète en donnant d'autres exemples que peuvent porter les collectivités, notamment sur les liens avec les PLIE et FAS, les forums de métiers, les entreprises mécènes, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'apports. En tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions. C'était pas forcément le- l'angle qui, pour nous, susciterait le plus de réactions. Mais du coup, c'est hyper intéressant et merci beaucoup à toutes et tous pour vos initiatives partagées et vos remarques. Merci Guillaume Pic pour vos éclairages et le relief que vous avez donné à nos résultats. Donc, on remercie évidemment Opinionway pour l'enquête et la Fondation AG2R, la mondiale, pour le soutien sur ce baromètre. Et maintenant, je redonne la parole à Marie-Caroline Missire pour conclure cette belle heure que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais saluer mon ex-collègue Guillaume et le remercier pour son temps et l'analyse qu'il a bien voulu nous partager aujourd'hui. Vous dire aussi que ce webinaire, vous pourrez le revisionner en replay. Ça a été indiqué par notre collègue Marion Denis dans le chat, mais on vous le confirme, ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et enfin, que si vous êtes en région, nous allons aller à votre rencontre pour présenter les résultats de ce baromètre. Si vous êtes intéressé dans votre territoire, dans votre organisation professionnelle, pour qu'on vienne vous rencontrer, qu'on organise un échange avec vous autour des résultats de ce baromètre, prenez contact avec nous, pardon, ça sera tout à fait possible. Et abonnez-vous à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait, puisque toutes ces informations de cette tournée du baromètre, si j'ose dire, seront à suivre et à retrouver dans notre newsletter. Merci beaucoup, Alexandre, Stéphane, pour votre animation. Merci à tous pour votre participation. Et on vous laisse à votre vie et à vos enfants, puisque certains nous l'ont dit dans le chat. Toujours essentiel quand on parle d'éducation. Merci beaucoup à toutes et tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.